aux questions de la presse, mais aussi aux préoccupations des Burkinabés. Avec moi sur ce plateau, Samira Guiri, journaliste à Radio Omega, Serge TI, journaliste à Radio MPC, Liberté de parler et de communiquer, Raymond Salif Sida de Savan FM et moi-même Frédéric Tansaba de la RTV de Bobo. Cette émission se veut interactive et vos questions et contributions sont attendues au 20 97 16 97. Des questions que vous pouvez poser en français, Mouré, Fulfulde, Bobo Mandaré et Djoula. Pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur le Président, j'ouvre la première partie, la première rubrique de cette émission, et cette rubrique est intitulée Hémicycle. Alors, Monsieur le Président, 8 septembre 2017, 8 septembre 2018, cela fait juste une année que vous êtes à la tête de l'Assemblée nationale. Sous votre magistère, quel bilan peut-on faire en termes de production législative? Je vous remercie. Je voulais, dans un premier temps, en tout cas, remercier les populations des Hauts-Bassins, en particulier celle de la ville de Sia, pour l'accueil, en tout cas, qui m'a été réservé pour de mon déplacement sur Bobo Dioulasso. Je suis arrivé avant-hier, j'ai pris la journée d'hier quand même pour faire un petit stage. Et je vais en tout cas m'exercer à cela et puis voir si la population de Sia peut me noter. Donc je voulais d'abord parler en Bobo. Ok. Sia Kuma Kankiana Nafoti Kama. Ça c'est le Bobo. Okay. Donc les Bobos pourront me donner ma note à la fin du l'émission. Vous dites? Le Dioula maintenant. Oui, le Dioula, on va essayer. Bobo Kao, Amin Soroma. Nanani Sanguier, Bobo Dioulasso, Konoya. Ça, c'est le Dioula, non? Et c'est bon ou pas? Oui, ça permet. D'accord. Donc, enfin, mes amis. Quand je dis mes amis, vous savez de qui je parle? Le Fulfulde. Oui, c'est peu. Le Peul. Oh, oui, ce sont mes esclaves. Donc, Diamouale, Kosom Naodina. Et ça, ils comprennent ce que j'ai dit également. Il y a une autre phrase, mais je ne vais pas terminer parce que c'est faire la part belle à tous ces peuples du Burkina. Donc, en tout cas, je voulais dire merci aux éditeurs de la ville de Sia, des Hauts-Bassins également, parce qu'on m'aurait dit que l'émission est retransmise aussi en direct sur certaines chaînes. Donc, je voudrais en tout cas dire bonjour à tous les auditeurs, à la population, au peuple du Burkina Faso. Effectivement, vous posez la question par rapport... Quel bilan peut-on faire en termes de production législative? Effectivement, vous aurez remarqué que lorsque nous sommes arrivés au niveau de l'hémicycle, nous avons pu en tout cas régler un certain nombre de phénomènes et que également nous avons à notre actif un certain, vous connaissez, les fonctions primordiales d'un député, c'est voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Donc à ce niveau, je peux déjà vous dire qu'en termes de loi, parce que nous, ce que vous savez, ce que vous devez savoir du moins, il y a les lois, il y a les ratifications, et donc à ce niveau, nous pouvons dire en termes de production législative que nous avons pu, comme je disais, ratification, projet de loi tout confondu, nous sommes à 58 lois. Et il y a également qu'au niveau de notre plan stratégique, parce que vous n'ignorez pas qu'à l'Assemblée nationale, nous avons mis en place un plan stratégique qui s'avère être le tableau de bord au niveau de l'Assemblée. Et donc à ce niveau, nous avons un plan stratégique qui nous amène jusqu'en 2020. Et à ce jour, en termes de réalisation, le taux de mise en œuvre, nous sommes à 44%. Donc ça veut dire qu'à quelque part, ce carnet de route ou de bord nous permet en tout cas de savoir où on va, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui reste à faire. Donc en termes de bilan législatif, je peux vous donner, ce sont ces éléments que je peux vous donner. 58 lois, mais en termes de ratification? Bon, en termes de ratification, comme je l'ai dit, c'est les ratifications et les lois dans tous les cas, voilà, qui font les 58. Ouais. Ok, Samira Guiré. Alors,
58 lois votées, parmi lesquelles la loi portant code électoral. Monsieur le Président, on a suivi avec beaucoup d'attention donc l'adoption de cette loi et finalement c'est le fait majoritaire qui l'a emporté. Votre commentaire? Bon, vous savez, on est en démocratie et le fait majoritaire, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait nouveau pour le Burkina Faso. Partout ailleurs, ça a été ainsi. C'est en cela aussi qu'on parle de démocratie. Ça aurait été un état d'exception, on n'allait pas parler de fait majoritaire. Donc, ce n'est pas une loi spéciale, une loi spécifique. C'est une loi comme toutes les autres lois et le principe n'a pas changé. Et quand on dit que le fait majoritaire l'a emporté, il faut que les Burkinabés comprennent qu'il y a un processus. Et le processus, ça veut dire qu'avant que le projet de loi n'atterrisse à l'Assemblée, il y a tout un processus, d'abord au niveau du gouvernement. Et de façon spécifique en ce qui concerne ce code électoral, vous êtes la presse, vous avez dû entendre que le chef de l'État a eu des rencontres préalables avec tous les partis politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que le code avait été programmé une première fois et reporté parce que au niveau du gouvernement, il n'avait pas fini les concertations avec les acteurs politiques. Et lorsque le projet est arrivé à l'Assemblée, et je profite de votre micro parce que certaines personnes ont l'impression que le travail du député se limite à lever la main au niveau de l'hémicycle, or qu'il y a un travail préalable. Lorsque cela arrive, il y a d'abord ce que nous appelons la conférence des présidents, qui valide, qui dit que nous pouvons intégrer ce projet de loi dans l'ordre du jour. Et cela a été validé. Ensuite, c'est venu à l'Assemblée nationale, en plénière. Ça a été validé par tous les députés. Et également, il y a ce qu'on appelle les travaux en commission. Les travaux en commission, c'est-à-dire que compte tenu de la spécificité de cette loi, nous avons en tout cas obtenu que toutes les commissions générales, qui sont au nombre de 6 à l'Assemblée, et vous devez comprendre également que chaque député est inscrit dans une commission. Donc toutes les commissions générales ont été saisies sur ce dossier-là. Et chacun a donné son avis. Et nous avons fait également ce qu'on appelle des auditions. Nous appelons les acteurs, on a appelé le CEFOP, on a appelé la majorité, on a appelé les acteurs de la société civile. En tout cas, beaucoup de structures sont venues et ont donné leur avis par rapport à ce code électoral-là. Et lorsque c'est arrivé, et la majeure partie des commissions, pour ne pas dire toutes les commissions, ont donné un avis favorable pour que on puisse mettre ce code électoral au voie. Et lorsque c'est arrivé à l'Assemblée, vous avez même vu le rapporteur de la commission spécifique qui a été saisi au fond est quand même quelqu'un de l'opposition, qui n'est pas un inconnu, il a été secrétaire général de l'Assemblée nationale pendant des années, mais les avis ont été favorables. Mais j'ai dit que je vois la question sur un aspect un peu politique. Sinon, vous savez qu'à l'Assemblée, ça a été le cas. Nous avons voté. Monsieur le Président, pourquoi ça grogne toujours au niveau de l'opposition? Bon, écoutez, moi, peut-être qu'il faut poser la question à l'opposition. Dans tous les cas, la loi a été nous avons fait notre travail. Nous avons envoyé les textes au niveau du Conseil constitutionnel. Et vous vous souviendrez que l'opposition même, en tout cas, a introduit une requête au niveau du Conseil constitutionnel pour chercher à savoir si ce code électoral est conforme à la Constitution. Mais ce que le Conseil constitutionnel a dit. Et donc, à ce niveau-là, vraiment, je ne pourrais plus... Vous avez parlé de tout un processus avant d'aboutir au vote de la loi. Est-ce qu'il y a eu un contrôle a priori au niveau du Conseil constitutionnel ou bien c'est le contrôle a posteriori demandé par l'opposition, la requête introduite par l'opposition? Dans tous les cas, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, ces gens, nous écrivons systématiquement au Conseil constitutionnel pour demander la conformité de la loi votée avec la Constitution. Et l'opposition l'a fait également. Et le Conseil constitutionnel, en toute indépendance, a pris une décision. Et donc, nous estimons que le procès est terminé. Maintenant, si l'opposition continue de grogner, je ne peux pas faire un commentaire par rapport à... Juste un jeu politique, selon vous? Je ne vous le fais pas dire. Hein. Ok, cher Essayé. Monsieur le Président, vous avez fait le bilan 58 lois. Cette loi-là, je sais que ce dont je vais parler n'est pas encore arrivé à l'Assemblée. La loi 2008-28 du 13 mai 2008 portant Code du travail adopté tout naturellement en 2008 donne la possibilité à l'employeur de renouveler à souhait les contrats à durée déterminée, CDD. Ce qui fait que les sociétés minières et les sociétés aussi de téléphonie mobile, en dépit de leur grande capacité financière,
abusent souvent de cette disposition au détriment des travailleurs. Alors, qu'est-ce que l'Assemblée nationale compte faire dans les meilleurs délais pour donner satisfaction aux jeunes à la recherche d'emplois sécurisés? Je vous remercie. Effectivement, par rapport à ce projet de loi, il faut se dire que nous sommes dans une dynamique, en tout cas, de mise à jour de certaines lois. Parce que vous savez, les lois aussi évoluent avec le temps. Une loi qui a été votée peut-être en 2010 ou 2008 ou 2005 peut ne pas répondre forcément aujourd'hui aux réalités du terrain. Donc au niveau de l'Assemblée, nous sommes en discussion, en tout cas pour trouver un moment pour amener un certain nombre de lois, de projets, bon pas de projets, de lois, en tout cas à être révisitées. En ce qui concerne effectivement le problème de l'emploi des jeunes, des femmes, je dis, j'ai été victime de ça parce que j'ai travaillé dans une banque, ne citez pas que les sociétés minières, hein, même les banques sont dans ça. Et donc c'est pour dire qu'à quelque part, nous devons de pouvoir échanger avec les syndicats, échanger avec le patronat, échanger avec le gouvernement, parce que vous savez qu'on ne peut pas adopter une loi comme ça de façon unilatérale. Monsieur le Président, il y a eu déjà un travail pour élaborer un avant-projet de loi qui n'est pas encore arrivé au Parlement, mais il y a eu cette rencontre-là, qui malheureusement, au niveau de cette disposition, il n'y a pas eu de consensus. Et je me souviens que au niveau des syndicats, ils ont dit qu'ils allaient saisir les parlementaires que vous êtes pour que vous puissiez certainement appuyer leurs préoccupations. Dans tous les cas, cela, comme je l'ai dit, dans le cadre des lois qui seront revisitées, bon, peut-être que vous me permettrez de violer peut-être un secret de polichinelle, parce que j'ai rencontré fortuitement le responsable de la CGTB, Bassolman Bazier, où j'ai dit que, bon, incessamment, j'allais pouvoir me déplacer chez eux afin que nous puissions discuter, parce que ce sont des acteurs qu'il faut prendre en compte, et j'ai dit que j'allais leur rendre en tout cas une visite pour que nous puissions échanger, et ensemble, nous allons regarder, faire des propositions. Et je dis, même s'il y a eu une rencontre précédente qui a échoué, on ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'une première rencontre a échoué, on va s'arrêter et croiser les bras. Pendant que les jeunes, les femmes ont des problèmes d'emploi, nous pouvons négocier. Et c'est le dialogue. Et je crois qu'à quelque part, si nous nous mettons ensemble, nous asseyons avec le patronat, le gouvernement, les syndicats, je crois qu'on pourrait quand même trouver une solution. Il suffit de discuter, mais si on rend le fil du dialogue sous prétexte qu'il y a eu une première rencontre qui a échoué, et je crois que nous-mêmes, on aurait échoué en ce moment. Monsieur le Président, le projet modificatif de la loi sur le statut du chef de file de l'opposition a été donc retiré. Il n'extrémise pas le gouvernement, ensuite réintroduit dans l'ordre de la dernière session et puis, n'est-ce pas, et cela a été encore ajourné. Aujourd'hui, concrètement, où en est-on avec, n'est-ce pas, cette relecture? Bon, écoutez, j'aurais pu vous dire de poser la question au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a introduit le projet de loi et le gouvernement qui l'a retiré et le gouvernement connaît ses raisons. Mais je voudrais aussi préciser qu'au niveau de l'Assemblée, rien n'empêche un député ou un ensemble de députés ou un groupe de députés de faire une proposition de loi. Parce que ce qui vient du gouvernement, nous appelons ça des projets de loi. Mais ce qui émane de l'Assemblée nationale, c'est des propositions de loi. Donc, une situation qui concerne le statut du chef de file de l'opposition, je pense que les députés de l'opposition, en tout cas, peuvent nous faire une proposition de loi. Je ne dis pas que le gouvernement ne peut pas, mais j'ai dit que c'est une des possibilités qui est offerte à tout un député au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, comme je le disais tantôt, je ne réponds pas à la place du gouvernement. Nous avons constaté que la loi a été retirée. Bon, donc, Monsieur le Président, vous ne répondez pas à la place du gouvernement, mais l'Assemblée a l'obligation de voter des lois qui répondent aux aspirations du peuple burkinabé. Est-ce que ce projet de loi répond aux aspirations du peuple burkinabé, aux attentes des Burkinabés? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que si vous regardez le projet de loi, le contenu, c'est juste une question, comment on appelle ça, d'intérim ou de remplacement du chef de file en cas de vacances ou en cas de vacances, je ne dirais pas de pouvoir, mais en cas d'indisponibilité. Et donc, je crois qu'avec le chef de file de l'opposition, même nous avons évoqué la question, lui et moi,
qu'on s'est dit des choses à ce niveau. Donc je pense que ce n'est pas un blocus en tant que tel, ce n'est pas un projet de loi qui devait empêcher le bon fonctionnement de ce vote. Si ça a été le cas, vous allez les entendre sur les médias faire des revendications. Mais j'estime que dans tous les cas, au niveau de l'Assemblée, comme je l'ai dit, nous sommes disposés, disponibles. Et si le gouvernement a retiré son projet de loi, peut-être qu'il n'est pas prêt ou peut-être qu'il a des raisons que nous ignorons. Mais je veux dire que ce que moi-même j'ai vu, ce projet de loi-là, mais ça n'empêche pas l'opposition ou n'on retire pas des pouvoirs au chef de file de l'opposition. Dans tous les cas, vous êtes des journalistes, vous aurez la latitude de poser la question au chef de file de l'opposition. Et moi-même, si vous venez à l'Assemblée, je peux me permettre de violer certains secrets pour mettre à votre disposition ce projet de loi qui a été retiré si les textes me l'autorisent. Ok, cher Monsieur le Président, on a pu noter que l'Assemblée a voté plusieurs lois et vous êtes d'avis avec nous, vous avez même parlé de 58, ce qui est bien en soi. Mais le problème, c'est que l'Assemblée semble manquer d'initiatives législatives. Toutes les lois votées viennent du gouvernement. Le Parlement n'a pratiquement pas fait de proposition de loi. Qu'est-ce qui explique cette situation? Je suis d'accord avec vous que au niveau de la production de propositions de loi, nous constatons en tout cas que ce n'est pas tout ça, mais il faut remarquer aussi que c'est pratiquement dans toutes les assemblées, mais je ne peux pas excuser l'Assemblée du Burkina en disant cela, mais je veux dire que dans notre plan stratégique, nous avons prévu le renforcement des capacités. Parce qu'il ne faut pas faire des propositions parce qu'il faut en faire. Il faut étudier, il faut bien regarder, avoir des gens pour t'assister. Et vous avez pour des questions budgétaires aussi, nous n'avons pas assez d'assistants. Parce que nous devons pouvoir, au niveau de l'Assemblée, disposer de beaucoup, je veux dire, d'un panel de spécialistes qui puissent nous appuyer. Et au niveau des députés, comme je dis, dans notre plan stratégique, nous avons prévu le renforcement des capacités. Donc cela passe par la formation des députés, cela passe par la formation des assistants parlementaires. Je prends un exemple. Le groupe parlementaire MPP, 55 bonhommes, avec 2 assistants parlementaires. Vous voyez que ça pose problème. Et là, j'ai discuté même avec le ministre de la fonction publique parce qu'il y a une loi sur la fonction publique parlementaire, nous sommes en discussion, pour nous permettre de pouvoir faire appel, en tout cas, à des compétences au niveau de l'État pour pouvoir appuyer les députés dans cette production législative. En fait, en vous entendant, les députés n'ont pas un cabinet avec lequel ils travaillent, des assistants avec lesquels ils peuvent travailler pour faire des propositions de loi. Or, pourtant, vous disiez tout à l'heure que les députés à l'Assemblée n'y étaient pas pour juste lever la main. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas. J'ai donné l'exemple, par exemple, du groupe parlementaire MPP où je dis qu'ils sont 55 avec 2 assistants. Donc, ce qui est limité. Et les 2 assistants, c'est quoi? C'est un dans le domaine juridique et un dans le domaine économique. Or que les projets de loi, les propositions de loi, ça ne se limite pas que dans ces domaines. Mais comme je dis, nous avons pris à cœur cela et nous avons en tout cas négocié avec le Centre parlementaire canadien qui a établi un programme, en tout cas de formation des députés dans la production législative. Et je vous donne rendez-vous en 2019 et vous allez m'en dire quelque chose. Monsieur le Président, en début d'émission, vous avez parlé de plan stratégique que s'est doté l'Assemblée nationale, un plan stratégique 2016-2020 où les questions des ressources humaines ont été évoquées à mi-parcours. Nous sommes donc à mi-mandat. Est-ce que cela veut dire que ce plan-là n'avance pas tellement si vous venez de poser le problème d'assistants parlementaires? Non. Le nombre d'assistants n'est pas forcément un problème de plan stratégique. Comme je dis, c'est le renforcement des capacités au niveau du plan stratégique qui est le plus le projet en phare. Mais ça veut dire qu'au niveau du plan stratégique, nous avons pris l'option de renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent à l'Assemblée, que ce soit les députés, que ce soit les fonctionnaires parlementaires, que ce soit les chauffeurs, en fait tout le personnel. Mais c'est dire que en fonction de l'état d'avancement des travaux, il y a des montants qui sont débloqués. Aujourd'hui, je vous ai fait cas, par exemple, d'un taux de mise en œuvre de 44%. Nous en avons jusqu'en 2020. Et nous avons encore 2 ans devant nous. Donc je pense que 44, parce qu'il faut se dire aussi, on est confronté à une difficulté. Quand on envoie les députés en formation, quand on envoie les députés hors du Burkina pour se former, l'hémicycle est vide.
Quand l'hémicycle est vide, les gens posent des problèmes. Donc ça veut dire que quand nous sommes en session, c'est souvent difficile de pouvoir organiser des formations, même des travaux en commission. Parce que quand on est en session, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a d'abord ceux qui vont dans les missions pour les formations, il y a ceux qui vont dans les missions statutaires, il y a également ceux qui font les travaux en commission. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas très évident. Et c'est souvent les vacances parlementaires des députés qu'on utilise pour leur demander en tout cas de faire un sacrifice pour pouvoir être formés. Vous voyez, donc je crois qu'en cela, nous voulons quand même féliciter les députés qui, souvent, en tout cas, essayent de mettre de côté... Mais est-ce qu'on peut résumer seulement ce problème à l'insuffisance d'assistants parlementaires? Est-ce que le niveau même de l'Assemblée, est-ce qu'à l'Assemblée, le niveau y est? Quand vous parlez de niveau... pour la production législative. Ce n'est pas une question de niveau. C'est pas une question de niveau. C'est une question de choix et c'est une question d'assistance. Pourquoi on les appelle des assistants? Avoir le minimum pour pouvoir... Non, à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, mais ils apportent leurs idées souvent dans leur langue. Donc ce n'est pas, est-ce qu'en faisant l'élection, on a dit qu'un député doit avoir un bac plus 5 ou un bac plus 6? Non. Mais je dis, ce n'est pas pour rien que les textes aussi mettent à la disposition des députés des assistants. Mais je précise que le nombre est insuffisant. Et nous allons travailler à cela, nous sommes en train de travailler à cela. Et je crois qu'à ce niveau-là, si au niveau du gouvernement, les gens nous accompagnent, parce que vous savez que nous, on a un budget un peu spécifique, donc du coup, c'est quand même des gens qu'il faut payer, où il faut trouver des bureaux, tout ça. Donc je dis, nous travaillons à cela. Et je pense que c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de parler un peu au gouvernement, parce que c'est une requête déjà que j'ai apportée au ministre de la fonction publique, et je crois que nous serons entendus. Sinon, en ce qui concerne les députés, et comme vous le dites, il n'y a pas que les propositions de loi. Et quand les lois arrivent, malgré notre niveau, on les examine. Ok, Monsieur le Président, vous êtes à la 7e législature, et quand vous parlez de questions de ressources humaines au niveau de l'Assemblée, à quel niveau se situe le problème, c'est à ne pas comprendre. On ne sait pas à quel niveau vous trouvez les problèmes de recrutement des ressources humaines à ce niveau-là. Comme je dis, c'est un panel d'experts que nous devons avoir. Quand vous prenez les domaines, il y a par exemple le domaine juridique, et même dans le domaine juridique, il y a des spécificités. Vous prenez le domaine de l'agriculture, il y a des spécificités. Il y a l'artisanat, il y a le commerce, il y a l'eau. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les députés doivent pouvoir avoir des appuis pour produire quelque chose. Et donc à ce niveau, c'est pour ça que je dis, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle un panel d'experts de haut niveau qui sont là et qui ne font qu'assister les députés. Et dans certains pays, le député même a droit à un assistant. Il a un bureau, il a une secrétaire, il a un ou deux assistants. Vous avez suivi un peu... Donc, aujourd'hui, je pense que les députés, en tout cas, essayent de faire au mieux. Parce que ce qui est mis à notre disposition, j'avoue, est insuffisant. Mais malgré cela, en tout cas, ils se battent comme ils peuvent, comme des beaux diables, pour pouvoir faire le travail à eux confier. Ok, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler au 20 97 16 97 pour vous exprimer en français Bobo Mandare, Yula, Fulfulde et Moré. Monsieur le Président, l'opinion a suivi avec un grand intérêt la publication des conclusions des différentes commissions d'enquête parlementaires. Un rappel, il y a eu la commission d'enquête sur le foncier urbain, il y a eu également la commission d'enquête sur les titres miniers, la commission d'enquête sur les maîtrises d'ouvrages délégués pour ne citer que celle-là. Quel bilan peut-on faire sur la mise en œuvre des différentes recommandations? Effectivement, je suis content que vous puissiez en tout cas suivre ce qui se passe à l'Assemblée à travers ces commissions d'enquête. Mais au-delà de ça, je voudrais vous informer également qu'il y a ce qu'on appelle des missions d'information. Qui consiste, parce qu'une commission d'enquête, ça prend beaucoup d'argent, ça englobe beaucoup d'argent, et donc il y a souvent ce qu'on appelle les missions d'information qui peut-être peuvent prendre une semaine, 10 jours ou 2 semaines maximum, qui permettent aussi d'interpeller certains acteurs et d'avoir des informations. Effectivement, à ce niveau, nous avons mis en place ces commissions d'enquête-là, des noyaux après les enquêtes pour suivre
la mise en œuvre des recommandations au niveau du gouvernement. Et soyez rassurés, nous, en tout cas, régulièrement, le gouvernement nous envoie des courriers pour nous donner l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations, naturellement par ministère. Si je prends par exemple la commission d'enquête sur le foncier urbain, depuis le citoyen lambda atteint, il y a eu des propositions de retrait de parcelles illégalement acquises, le sort des personnes fautives. Je veux parler des maires, des fonctionnaires. Bon, on se pose toujours la question, que deviennent ces recommandations? Bon, à ce niveau, nous avons eu en tout cas une séance de travail avec le ministre de l'Habitat sur les problèmes fonciers et nous avons exigé également que la reprise de ces lotissements-là soit assujettie à la mise en place d'un fichier. Un fichier, pourquoi? Parce que nous savons comment ça se passe. Monsieur Diallo, permettez que je prenne des exemples sur ces gens-là que je n'aime pas beaucoup, étant mes esclaves. Monsieur Diallo peut aller à l'arrondissement 1, il prend une parcelle, il va à l'arrondissement 2, il prend une autre parcelle. Or que si on met en place un fichier, ça permet de savoir, de connaître les doublons et comme je dis, d'éviter le double emploi. Or qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens qui se permettent de prendre 5 parcelles, 10 parcelles et nous ne pouvons pas donner un accès ou donner libre cours à ce genre de méthode-là. Et donc ça a été discuté avec le ministre et je pense que cela, ils sont en train de mettre ça en œuvre. Indépendamment de ça, nous avons convié en tout cas, ou nous sommes en train de convier les députés à une réflexion, parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, nous avons 6 commissions générales. Bon, comme on n'a pris pas le temps, sinon je pourrais vous citer les différentes commissions. Mais la réflexion est de mettre en place une commission spécifique qui sera chargée du suivi des recommandations des commissions d'enquête et des politiques gouvernementales. Et donc, nous sommes, je pense que d'ici la fin d'année, cela parce qu'en milieu d'année, on ne peut pas changer ou créer ou supprimer une commission, mais vous vous souviendrez également que c'est en fin d'année que nous renouvelons le bureau de l'Assemblée. Donc, dès que les députés vont valider ce projet, nous allons pouvoir mettre ça en œuvre pour 2019. Mais je dis que je n'ai pas le point, comme je ne connaissais pas aussi les questions qui me seront posées, mais je vous assure que les ministres nous envoient des courriers régulièrement pour faire des mises à jour par rapport aux recommandations qui ont été trouvées. Ok, Monsieur le Président, certains citoyens ont de plus en plus l'impression que la majorité parlementaire caresse dans le sens du poil le gouvernement. On voit souvent les députés qui, à l'hémicycle, passent le temps à féliciter les ministres appelés à répondre aux questions orales au lieu de poser les vraies préoccupations des Burkinabés. Ça, je suis étonné. Ah bon? Non, quand vous dites qu'on caresse le gouvernement dans le sens du poil, je suis étonné. Si vous suivez nos débats parlementaires, je crois que dire qu'on caresse, je ne veux pas... On parle beaucoup plus des questions orales, monsieur. J'arrive, je ne veux, mais de façon globale. Je ne veux pas, en tout cas, comment dirais-je... Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? J'arrive. Je ne veux pas dire que les députés, en tout cas, font leur travail comme il se doit, parce que c'est se jeter des fleurs, mais il ne faut pas aussi qu'on s'auto-flagelle. En ce qui concerne les actions du gouvernement, nous ne sommes pas là. C'est une entité, l'Assemblée nationale est une entité composée des députés de l'opposition et de la majorité. Si le gouvernement fait quelque chose de bien, nous devons les féliciter. Et si le gouvernement aussi fait des choses qui ne rentrent pas dans la logique des bonnes choses, nous allons critiquer. À quel moment vous l'avez critiqué, par exemple? Il n'y a pas que l'opposition ou la majorité qui félicite le gouvernement. Vous n'avez jamais entendu des députés de l'opposition féliciter le gouvernement? Vous n'avez jamais entendu, pas fréquemment. Mais pourquoi les féliciter fréquemment? Monsieur le Président, quelles sont les observations que vous leur avez faites? Quelles sont les observations que vous leur avez faites? Quand on travaille, c'est normal qu'on félicite le gouvernement, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples où vous avez réellement interpellé le gouvernement sur des questions qui fâchent? Est-ce que vous avez suivi la clôture de la session passée? Oui, peut-être que moi j'ai suivi, mais les auditeurs n'ont pas suivi. Non, mais j'ai fait de mise au point au Premier ministre, qui est le président ou le représentant de tous les ministres. J'ai fait des mises au point, j'ai été suffisamment clair. Et il y a des sujets sur lesquels, comme je dis, même au niveau des auditions, on fait des reproches au niveau du gouvernement. Et en plénière, je dis et je répète, vous pouvez repasser les bandes, je n'ai pas besoin de les ressortir, vous pouvez repasser les bandes, c'est enregistré, où j'ai fait des mises au clair claires.
excusez-moi de la répétition, des mises au point claires au gouvernement. Et je dis, ce que je dis, j'ai pas envie de revenir sur ça comme si j'étais en train de me vanter sur les radios et autres, mais j'ai dit, vous avez la possibilité, mon directeur de communication est là, il peut vous ressortir les bandes où nous n'avons pas été vraiment, en tout cas, tendre avec le gouvernement. Ça se fait et ça se connaît de tout le monde. Monsieur le Président, peut-être que si les députés de la majorité, n'est-ce pas, applaudissent, c'est peut-être de l'autre côté, leurs collègues, n'est-ce pas, de l'opposition fustigent, n'est-ce pas, les questions orales du gouvernement. Mais les députés aussi de l'opposition posent des questions au gouvernement, comme de la majorité. Et quand vous dites les sujets qui fâchent, les députés de la majorité aussi posent ces questions-là. Voilà. Et moi, pour moi, il ne doit pas y avoir une question qui fâche. C'est le rôle du député. Si les gens estiment que ce sont des questions qui fâchent, bon, c'est leur problème. Nous, à l'Assemblée, nous avons été élus par le peuple et nous nous devons de poser des questions, de faire ressortir, en tout cas, les préoccupations des populations. C'est cela aussi le député. Mais le député ne doit pas se cantonner à une fonction intramuros et ne pas aller vers les populations pour chercher à comprendre quelle est votre difficulté, quel est le problème, afin qu'on puisse poser la question. Et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir, en tout cas, pour changer le mode de ces questions orales-là. Parce que venir sap répondre à une, deux et puis circuler là, ça, je pense que si les députés sont d'accord avec moi, on va mettre une croix à ça. Et qu'est-ce que vous allez proposer? Bon, comme je n'ai pas encore l'aval de mes députés, mais je peux vous dire que c'est en tout cas de programmer, amener un ministre, on prend la journée et on va, bon, excusez-moi le terme, mais on va le cuisiner un peu. Voilà. Oui, vous avez envie d'en parler tout à l'heure, on va un peu revenir là-dessus. Des images d'un hémicycle quasi vide sont présentées à la télévision lors des travaux de l'Assemblée nationale. Les députés élus et payés pour représenter les populations, qui laissent souvent leur travail pour aller vaquer à autre chose. On entend souvent vos appels lancés au groupe parlementaire, mais l'absentéisme notoire des députés demeure une réalité à l'Assemblée. Quelle thérapie? Bon, je le disais tantôt, il ne faut pas systématiquement croire que quand l'hémicycle est vide, les députés vont vaquer à d'autres occupations, ils vont s'occuper de leur pâturage ou quoi que ce soit. Non, je l'ai dit tantôt, il faut savoir qu'au niveau de l'Assemblée, comme je l'ai dit, tout ne se résume pas au niveau de l'hémicycle. Il y a un travail qui est fait avant, comme je l'ai dit. Il y a également, comme vous le savez, les formations. Il y a les missions. Il y a les rencontres statutaires. Parce que notre Assemblée aussi va à l'international pour défendre nos positions, pour défendre des questions au nom du Burkina Faso. Et donc, il y a toutes les missions qui sont là. Il y a les missions en interne. Il y a les travaux en commission. Parce que, vous savez, quand les lois arrivent et qu'on les programme, à un moment donné, vous êtes obligé d'abandonner ce qui se passe au niveau, parce que c'est parce qu'il y a un travail très bien fait au niveau de la commission qu'on peut voter la loi en plénière. Donc, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les travaux en commission. Mais cela ne doit pas excuser les députés. Je dis non, parce que je l'ai fait, je l'ai dit. Et actuellement, nous avons mis en place une commission qui va travailler sur le règlement intérieur et quitte à amener en tout cas des méthodes coercitives, nous allons le faire parce que il n'est pas admissible, il n'est pas normal qu'un député soit payé par le contribuable et qu'il se permette de faire l'Assemblée buissonnière, si on peut l'appeler ainsi. Ça, ce n'est pas normal et nous avons décidé que cela va être, en tout cas, pendant les dispositions pour attaquer ce phénomène-là, diminuer le phénomène. Monsieur le Président, est-ce que c'est pas paradoxal qu'un député qui critique l'absentéisme des fonctionnaires et qui lui-même n'assiste pas aux plénières? Et c'est ça, je suis en train de vous expliquer. Vous revenez encore en arrière, monsieur Frédéric. Je vous ai dit quelles sont les raisons qui amènent les députés souvent. Et j'ai dit que ça n'excuse pas les députés. Il y a des absences souvent qui sont pas... Des absences non excusées. Les absences, non, c'est pour ça que j'ai dit que nous réfléchissons, en tout cas au niveau de l'Assemblée, nous-mêmes. Parce que personne ne pourra venir prendre une décision à notre place. Chez nous, nous devons pouvoir donner l'exemple. Et donc, j'ai dit que ce sont les députés qui vont mettre en place un système, en tout cas, qui permet à un député qui est absent
en tout cas qui a une absence injustifiée ou se permet de ne pas venir et ne signale pas, nous allons prendre des décisions qui vont s'appliquer à nous-mêmes. En ce moment, personne ne pourra dire que X ou Y a fait. Non, moi je suis un président, je fais chez nous, c'est le consensus, on met à contribution tout le monde. Et donc j'ai dit, ce sont tous les groupes parlementaires qui vont désigner des gens, et c'est déjà même fait. Les noms sont connus, il suffit de les installer et ils le feront. Et nous allons mettre en tout cas à votre connaissance le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que nous devons, comme vous l'avez dit, de donner l'exemple. Par exemple, je prends un exemple banal. Hein, à l'Assemblée nationale, lorsque nous rentrons à l'hémicycle, les députés sont fouillés. Au début, ça fait des gorges chaudes. Comment un député va rentrer avec une arme ou bien une bombe? Ah non, c'est pas... Je dis, mais écoutez, si nous-mêmes nous ne donnons pas l'exemple, lorsque quelqu'un va à une cérémonie, on dit qu'on va le fouiller. Donc c'est pour dire que nous-mêmes, il faut que nous nous appliquions une méthode, il faut que nous appliquions des règles de conduite pour que cela puisse s'appliquer aux autres. Et d'ailleurs, au niveau du personnel, c'est un ensemble, hein, ça ne concerne pas que les députés de l'Assemblée, même au niveau du personnel, en tout cas des décisions seront prises. Vous avez dû remarquer que j'ai dû faire des visites surprises dans les bureaux, et je sais ce que ça vaut, et vous inquiétez pas. Ok, Samira Guiré. Alors, Président, vous avez dit tout à l'heure qu'avant qu'une loi n'arrive donc au niveau de l'hémicycle pour adoption, il y a un processus lors des travaux en commission où tous les députés sont impliqués, opposition comme majorité. Pourtant, on a constaté par 2 fois que lors donc, de l'adoption de certaines lois, l'opposition a déserté. Votre réaction par rapport donc, à cela? Bon. Pour ne pas dire une fois de plus de poser la question à l'opposition, j'ai dit que il y a un process et ce sont les règles qui établissent ce process. Les uns et les autres participent à ce process du début à la fin. Arrivé à l'hémicycle, bon, on préfère la politique de la chaise vide. Et comme je dis, que souvent je parle, et ce n'est pas forcément dans les débats. Suivez souvent à la fin des débats lorsque j'échange avec les députés, j'échange avec le gouvernement. La dernière fois, j'ai dit à l'opposition, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais je dis qu'à quelque part, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. En son temps, l'opposition burkinabé l'a appris à ses dépens. Où ils ont toujours déserté les élections, ils ont laissé. Donc je dis aujourd'hui, vous devez rester dans la salle et de faire valoir vos opinions, de vous faire comprendre et de voter non. Les textes sont clairs, ils sont partis la dernière fois. La loi a été votée à l'unanimité et c'est consigné, c'est pour l'histoire. Or, en restant dans l'hémicycle, en disant non ou en faisant abstention, c'est mentionné. Mais ce n'est pas pour autant que la loi ne sera pas appliquée. Je donne l'exemple du budget. L'opposition n'a jamais voté pour l'exécution du budget. Mais est-ce pourtant qu'on n'a pas payé les salaires et qu'on paye nos émoluments aussi? Donc c'est dire que nous sommes en démocratie, tu ne peux pas attacher quelqu'un pour lui dire de rester en salle. Ce qu'on peut, c'est discuter, c'est conscientiser, c'est amener les gens à assumer les responsabilités parce que la population peut ne pas comprendre. Or qu'en restant dans la salle, dire non, je ne suis pas d'accord avec cette loi, ça c'est responsable, ça c'est démocrate et ça c'est patriote. Monsieur le Président, si vous permettez, quand vous dites que la loi a été votée à l'unanimité, est-ce que c'est à la majorité ou à l'unanimité? Parce qu'on ne comprend pas les députés qui sont sortis. On ne peut pas voter une loi à l'unanimité. Ah oui, c'est les textes qui le disent. Ça a été voté à l'unanimité des présents. Ah ok. C'est l'expression comme ça qu'on crée. Ok, donc c'est différent de la majorité alors. Vous dites? C'est différent de la majorité? Oui, c'est différent, non. Ça c'est voté à l'unanimité. Or que s'ils étaient là, on ne peut pas dire que la loi a été votée à l'unanimité puisqu'ils auraient voté abstention ou contre cette loi. D'accord, Monsieur le Président, on l'a dit tout à l'heure, cela fait 1 année jour pour jour que vous avez été élu chef donc, du Parlement. On veut bien comprendre quel est le mode de gouvernance du président Alassane Bala Sakandé. Est-ce du Salifou Diallo Junior? Est-ce la méthode Bala, comme le dit la presse? Et quelle est la touche particulière que vous avez apportée à la marche donc, du Parlement burkinabé? Il y a une méthode Salifou Diallo. Vous m'apprenez des choses. Je ne savais pas qu'il y a une méthode Bala, une méthode Salifou Diallo. Donc, il y a eu une méthode Ménégué, une méthode Songalo. Certainement. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une méthode spécifique à Bala ou faire son âme au président Salifou Diallo. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand je parle, je répète, sur le plan, quand je parle du plan stratégique, c'est notre carnet de bord. C'est notre boussole et nous travaillons sur ça.
nous ne pouvons pas inventer autre chose. Et c'est sur ça, parce que c'est tous les députés de l'Assemblée nationale qui ont participé, et le personnel également, qui ont participé à l'élaboration de ce plan stratégique. Et donc, nous partons sur ça. C'est vrai, j'essaie d'apporter une petite touche qui se trouve, comme je l'appelle dans mon jargon à moi, le parlementarisme de développement. J'associe en tout cas le plan stratégique à ce parlementarisme de développement-là, qui en tout cas nous amène à travailler et à faire en sorte que, comme je le disais tantôt, on ne soit pas toujours dans une Assemblée nationale intramuros. Il faut que nous partons vers les populations, que nous fassions des choses pour les populations, que nous travaillons aux côtés de ces populations. Mais ça ne nous enlève pas les fonctions primaires du député qui se trouve être consentir l'impôt, voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, quand nous bougeons, nous voyageons, c'est dans ce cadre-là. C'est rechercher des partenariats de façon à pouvoir aider ici, aider par là. Et donc, je termine pour dire que aujourd'hui, la vision, c'est de changer la perception que la population a du député. Parce qu'on a couramment entendu l'Assemblée est budgétivore. Dans tous les cas, dans les prochains jours, avec en tout cas l'accord de mon bureau, vous allez voir que nous allons mettre en place en tout cas des projets qui vont bénéficier aux femmes, qui vont bénéficier aux jeunes. Et cela dit, comme je dis, ce n'est pas forcément dans les caisses de l'Assemblée qu'il faut puiser pour faire certaines choses. Il y a le partenariat et le parlementarisme du développement là. En tout cas, je m'appuie dessus et je le ferai. Et je continuerai à le faire parce que nous avons été élus par les populations. Si nous devons faire cela pour accompagner, aider à développer le Burkina n'est pas uniquement, comment on appelle ça, la prérogative du gouvernement. Nous sommes tous des Burkinabés. Et ce n'est pas le député uniquement. Même vous, journalistes, vous travaillez au développement du pays. Voilà ce qu'on est en train de faire ce matin. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le gouvernement seul. Les parlementaires, les conseillers municipaux, les privés, tout le monde doit participer à l'essor national. En parlant justement de ce parlementarisme de développement, on a vu l'Assemblée nationale prendre certaines initiatives, notamment la Coupe du président de l'Assemblée nationale, avec pour ambition faire en sorte qu'on puisse détecter des jeunes talents qui viendront certainement permettre au Burkina Faso de faire flotter haut son drapeau lors des compétitions internationales. Mais cette année, on n'a même pas encore entendu parler de cette coupe-là. De quoi cela retourne? Qu'est-ce qui va pas, par exemple? Non, tout va, mais je dis qu'à un moment donné, il faut regarder aussi en fonction des priorités et faire des ajustements. L'Assemblée nationale, effectivement, a eu une coupe, mais cette année, comme vous le savez, le contexte pour des questions sécuritaires, quelque chose qui n'avait pas été budgétisé, nous devons les réorienter parce que c'est parce que l'Assemblée nationale existe, c'est parce que les députés sont en vie, en bonne santé, qu'on organise la Coupe de l'Assemblée nationale. Or que le contexte dans lequel nous sommes nous amène à refaire des orientations et à en tout cas prendre en charge la sécurité de l'institution et de ceux qui s'y trouvent. Donc c'est cela qui a fait que nous avons en tout cas fait des aménagements budgétaires pour nous occuper en priorité de cette question. En tout cas, parce que l'Assemblée nationale, au bas mot, on a pratiquement 400 personnes qui y sont. Et donc, pour moi, ce qui intéresse les gens, c'est d'abord la sécurité. Et c'est pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a supprimé la Coupe de l'Assemblée nationale. La preuve est que nous avons demandé à la Fédération de foot de faire cette coupe-là, mais à l'échelle régionale. Donc, pour ne pas estomper la chose, nous avons demandé, au lieu que ce soit provincial, qu'il le fasse à l'échelle régionale. Et je crois que les fonds ont déjà été dégagés pour la fédération et qui pourra en tout cas le faire. Et si je ne me trompe, la finale doit se jouer aux alentours de décembre ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Raymond Salif Sida du Savanef. Monsieur le Président, à propos de votre mode de gouvernance dont parlait ma consoeur de Radio Omega, certains de vos collègues et députés, je vais bien entendu parler de ceux de l'opposition, critiquent votre façon de faire. Pour eux, vous faites du Salifou Diallo, mais très mal. Quelle est votre réaction? Moi, c'est pour ça que je vous disais tantôt, expliquez-moi le Salifou Diallo, là, c'est quoi? Il a peut-être sa façon de faire. Oui, laquelle? Vos collègues, notamment de l'opposition, pensent que vous faites la même chose que Salif Diallo, sans pour être forcément... Oui, donnez-moi des exemples. Quand vous critiquez l'action gouvernementale publiquement, certains n'ont pas le courage de le faire. Quand je critique l'action gouvernementale publiquement dans l'hémicycle, c'est du salifou. On sent à vous du salifou quand vous le faites. Mais en quoi c'est mauvais?
Certains estiment que vous le faites, mais vous essayez de le faire, mais pas très bien. Oui, mais qu'ils viennent à ma rescousse. Pas à l'Assemblée, non? Quand je le président, écoutez, moi je ne suis pas là, je ne suis pas un imposteur ou un dictateur. J'ai mes limites aussi. Si je critique et que je critique mal, ils sont là, ils doivent pouvoir voler à ma rescousse. C'est ça aussi. Ok. Monsieur le Président, pour refermer cette première partie de l'émission, nous allons en parler du référendum constitutionnel. On annonce pour le 30 mars, pour le mois de mars 2019. Bientôt, nous allons en finir avec la constitution de juin 91 et adopter une nouvelle constitution. Pourquoi on parle de référendum? Pourquoi avoir choisi le référendum et non la voie parlementaire? On dit que s'il y a référendum, il y aura, ce référendum va nécessiter environ 25 milliards de francs CFA. Dans le contexte sécuritaire qu'on vit, pourquoi avoir pris la voie référendaire? Écoutez, je n'ai pas encore été saisi pour cette question. Nous n'avons pas encore été saisis pour cette question. Vous m'informez d'une date. Et nous n'avons pas été saisis pour une date. Date annoncée par le président de la CENI. Mais il n'appartient pas au président de la CENI d'annoncer, à mon entendement. Je pense que c'est le ministère de l'administration territoriale. Et je crois qu'il y a même eu des échanges de points de vue là-dessus. Et donc nous attendons. Nous n'allons pas légiférer sur la base des rumeurs ou sur la base, nous légiférons sur quelque chose qu'il a dit dans la presse. Mais à notre niveau, nous n'avons reçu aucun document officiel. Maintenant, quant à la tenue de ce référendum, je suis président d'institution, mais si en off, vous me demandez mon avis sur ce référendum. Mais quel est votre avis? Vous préférez la voie parlementaire ou la voie référendaire? Bon, écoutez, on n'est pas en off. On n'est pas en off pour la question. Nos auditeurs veulent peut-être le savoir. Non, je veux dire que nous n'avons pas encore été saisis. Si nous sommes saisis par la question, ensemble avec les députés, les membres du bureau, nous allons aviser. Ok. Mais quand je vous disais de mon point de vue, c'est mon point de vue personnel, le point de vue de Bala, c'est pas le point de vue de. Mais ça, en off, autour d'un coca, on peut en parler. Je rappelle donc le numéro de téléphone aux auditeurs, c'est le 20 97 16 97. Vous pouvez nous appeler pour poser directement vos questions à Moré, français, Yula, Fulfulde et Ambobo Mandare, en direct donc au président de l'Assemblée nationale. 20 97 16 97 et la ligne est ouverte. Monsieur le Président, on va donc commencer une nouvelle rubrique. La rubrique intitulée Société. L'opinion est témoin. Adori, le président de l'Assemblée nationale, donne des motos et des bœufs à la première région militaire. À Wayouguia et à Ouagadougou, il donne du matériel sanitaire aux hôpitaux. Au centre de Luende, il donne 1 million aux vieilles dames pensionnaires. À Bobo du Lasso, il donne la moitié de son salaire aux orphelins. Dans le quartier Pissi à Ouagadougou, Alassane Bala-Sakandé promet plusieurs millions aux travailleurs de La Roche. Tout cela qui paye l'ardoise. Est-ce l'argent du député Sakandé ou l'argent de l'Assemblée nationale? Bon, écoutez, vous les journalistes, il faut suivre vos reportages, hein, c'est vous-même qui le faites. Quand vous faites le reportage, à Bobo, vous avez dit quoi? Que Alassane Sakandé a donné 50% de son salaire de base. À Ouaga, à La Roche, qu'est-ce que vous avez dit? Que Alassane Sakandé a décidé de prendre en charge de 100 comment on appelle ça, 100 élèves avec des bourses individuelles de 20 000 succès diminués. Ça, vous avez dit Alassane Sakandé? Parce que je l'ai dit quand ça me concerne. Mais indépendamment de ça, quand ça ne me concerne pas, je représente une institution. Je fais la part des choses. Quand c'est personnel, je dis, j'ai décidé de faire ça de moi-même. Mais la majeure partie du temps, c'est au nom de l'Assemblée. Parce que l'institution, voilà, je la représente. Et peut-être l'opinion veut que vous fassiez la part des choses ce matin. Oui. Quelles sont, parmi vos promesses, quelles sont celles qui viennent de vous et celles émanant de l'Assemblée nationale? Oui, mais j'ai annoncé. J'ai annoncé. En ce qui concerne, vous me suivez? En ce qui concerne ce qui s'est passé à Bobo, j'ai dit. En ce qui concerne ce qui s'est passé au niveau de La Roche, j'ai dit. Mais je dis, le reste, il y a que, c'est l'Assemblée et il y a aussi des partenaires. Parce que je comprends que souvent les montants sont effarants et mais je dis,
quand on voyage aussi, on discute. Vous prenez le matériel sanitaire, ça ne sort pas des caisses de l'Assemblée. Quand on fait des dons à hauteur de 40, 60, 70 millions, même 80, c'est les partenaires. Et je profite de l'occasion pour remercier Monsieur le Président, les partenaires. Nous avons un auditeur au bout du fil, Monsieur Sanduidi Dieudonné, qui nous appelle depuis Ouagadougou. Bonjour, Monsieur Sanduidi. Alors, bonjour, Monsieur Sanduidi. Oui, bonjour. Vous pouvez poser directement votre question au président.